Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission pour une nouvelle saison de Vue d'ici. Ça nous fait plaisir de vous retrouver pour vous présenter à nouveau des reportages qui ont été réalisés avec des gens du territoire. Comme vous le savez, Vue d'ici, c'est une émission phare de CCAP.tv depuis plusieurs années. Et avec l'arrivée de la pandémie en mars dernier, on s'est rapidement adapté à la situation en vous présentant des entrevues réalisées par la plateforme Zoom. Évidemment, ce sera ainsi encore pour les prochaines semaines, mais avec les annonces du gouvernement d'autorisation de tournage, on est très heureux pour chaque émission de Vue d'ici de vous présenter aussi un tournage qui a été réalisé en présentiel et c'est le cas du mien qui s'est déroulé du côté de la montagne Le Relais. Vous pourrez le voir un peu plus tard dans l'émission. Sans plus attendre, c'est aussi une nouveauté. Chaque semaine, vous pourrez entendre les journalistes présenter eux-mêmes leur reportage et nous allons voir Marie-Frédérique qui, elle, cette semaine, nous présente une entrevue avec Sylvain Lévesque qui a parlé de politique en 2020 et aussi de ce qui s'en venait en 2021. Effectivement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sylvain Lévesque, qui est député de Chauveau, mais aussi qui est whip adjoint au gouvernement. Fait qu'on a vraiment eu tout ce qui s'est passé sur le territoire en 2020. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2021? Il y a des gros dossiers qui ont été faits, dont la traverse de Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport. Donc, on s'entend qu'on va parler de sujets qui sont intéressants. Puis, en plus de ça, étant whip adjoint au gouvernement, on va savoir vraiment les gros dossiers qui s'en viennent dans l'aile parlementaire. Donc, des belles informations à suivre. En plus, c'était pas la première fois, Marie-Frédérique, que tu rencontrais Sylvain Lévesque. Donc, on va pouvoir encore une fois voir votre belle énergie et apprendre plein de choses qui se déroulent sur notre territoire. Merci d'ailleurs à Sylvain Lévesque qui se montre toujours généreux dans les reportages qui sont réalisés pour CCAP.tv. C'est officiellement parti, cette nouvelle mouture de Vue d'ici. Bonne écoute! Présentement en compagnie de Sylvain Lévesque, député de Chauveau, mais aussi whip adjoint au gouvernement. Aujourd'hui, on veut parler, oui, des chantiers qui sont à venir, les projets de loi pour l'Assemblée nationale, mais aussi quels sont les projets de 2021. On voit la lumière au bout du tunnel et on veut en entendre parler. C'est quoi les projets de loi qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale, en fait? Bien, je pense qu'un des gros projets qui va avoir lieu ce printemps, ça va être tout le débat sur la langue française. On a promis d'avoir une loi 101 renouvelé, refait. Alors, je pense que le leader, Simon-Jolin Barrette, s'en vient avec de quoi de musclé, parce que cette loi-là, ma foi, qui a plus de 40 ans, qui a été charcuté au fil des ans, bien, on voit que le français est en perte de vitesse. Et les Québécois le voient aussi. C'est sûr qu'à Québec, on est assez francophone, ça va bien, mais à Montréal, aux alentours de Montréal, quiconque voyage vers la métropole, on le voit bien, le français est en perte de vitesse. L'anglais, c'est important, puis même une troisième langue quand on peut, mais il faut avant tout être fier de son français, de sa langue maternelle. C'est ça qu'il faut penser à long terme. Tu sais, on dit toujours, les politiciens, vous pensez à court terme, 4 ans en 4 ans. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on pense à long terme pour préserver la langue française. Ça, c'est quelque chose que je m'attends de très gros, de très chaud ce printemps. Qu'est-ce que ça représente justement pour, oui, le peuple québécois, mais aussi pour le gouvernement, tu sais, ce projet de loi qui est tellement important, on s'entend? C'est une excellente question. Parlez-en aux peuples autochtones qui peinent à faire revivre parfois leur langue ancestrale. La langue, c'est la base d'une culture, c'est la base de la fierté, c'est ce qui nous définit comme groupe. Souvent, une langue, c'est le squelette d'un peuple. Alors, si on perd notre français, qui sommes-nous comme Québécois? Ça ne veut pas dire de nier que l'anglais est important. Mais aussi, en 2020, M. Lévesque, vous avez fait beaucoup de projets sur le territoire. On avait parlé, oui, d'une nouvelle école qui s'en vient. Mais pouvez-vous me nommer quelques projets, justement, qui ont été laissés en 2020, puis avec fierté aussi, je pense, sur le territoire de Chauveau? Bien, la première fierté, vous venez de le dire, Marie-Frédérique, c'est l'école secondaire qui va desservir éventuellement. On parle de 2023-2024, la fin des travaux. Ils vont commencer éventuellement bientôt, le 2022. Ça prend quand même un certain temps construire une école. Ça va coûter pas loin de 200 millions, tout ce projet-là. C'est majeur. Après ça, bien, on a mis de côté, derrière nous, en fait, un projet qu'on m'avait dit pratiquement impossible à régler, la traverse de Laval, à Lac-Beauport. Écoutez, grâce au leadership de Michel Beaulieu, le maire de Lac-Beauport, on a travaillé ensemble pour s'assurer que cette route de la honte-là ne soit plus le cas. Pour les gens de Lac-Saint-Charles, on a réussi à faire reconnaître
un organisme famille qui s'appelle Rafale, qui est si importante pour les familles du secteur nord. On a eu des belles annonces aussi à Stoneham, où on a travaillé sur les canalisations d'eau, où ce qu'on va avoir un meilleur accès à l'eau potable dans ce secteur. Et là, on se bat, là, pour la prochaine année, on tente de trouver des solutions pour avoir un bâtiment à Lac-de-L'Âge, un bâtiment municipal qui va servir aux citoyens. Alors, il y a tellement de projets sur la table. On devrait avoir des belles annonces en matière d'infrastructures sportives au cours des prochaines semaines, prochains mois. Si vous aviez un souhait à faire pour vos citoyens avant la fin de cette entrevue-là, quel serait-il? Surtout avec le nouveau confinement, si on peut l'appeler comme ça, là, et couvre-feu, quel serait-il? Bien, mon souhait, c'est que les gens gardent espoir. Oui, il y a encore des efforts à faire, mais les gens de Chauveau, vous êtes extraordinaires. Merci de contribuer, d'aider, de collaborer aussi bien. C'est pas facile ce que vous vivez. C'est pas facile ce que moi je vis. Je suis pas différent de vous, mais vous êtes extraordinaires. Je sais que la très vaste majorité, vous avez été exemplaires. Lâchez pas, on s'en va vers du meilleur. Bien, on va prendre vos vœux, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Puis au niveau, pour les citoyens qui se posent en fait des questions, qui ont envie de vous appeler, qui ont des craintes, comment ça fonctionne? C'est très facile. Les gens peuvent nous appeler au 418-842-3330 ou nous écrire par courriel. Allez, tapez Sylvain Lévesque, Assemblée nationale ou Sylvain Lévesque Chauveau sur Google, vous allez me trouver. Et vous savez, Marie-Frédérique, je ne suis pas tout seul, hein? J'ai une équipe extraordinaire qui m'accompagne. Oui. Alors, mais je vous le dis, là, on est capable de répondre à la demande. Si vous avez des questions, vous vivez des difficultés avec un ministère, avec un organisme du gouvernement, vous ne savez pas où vous garrochez, bien, on est là pour vous orienter, pour vous guider, puis vous représenter auprès des différents cabinets de ministres et différents ministères. Donc, on vous invite à aller, en fait, les citoyens, à aller sur votre page Facebook ou même à entrer en contact avec votre équipe s'il y a des questionnements. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Merci, puis bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Chauveau. Je vous aime, puis merci de votre confiance. On le ressent à chaque fois qu'on le voit à l'écran et c'est encore plus flagrant lorsqu'on le rencontre en vrai. Sylvain Lévesque est vraiment une personne avec un grand cœur. Maintenant, en parlant de grand cœur, de bonnes valeurs, on le sait, c'est d'actualité ces temps-ci d'encourager local, d'acheter des produits d'ici et aussi de leur donner une deuxième vie. Mégane, pour ton reportage, tu as rencontré la fondatrice de l'OSBL Nos Choses qui ont en fait une deuxième vie grâce à elle. Exactement. J'ai rencontré la fondatrice, Sarah. En fait, l'objectif de ce nouvel OSBL, c'est de donner, oui, une deuxième vie à nos articles qui ne servent plus, mais surtout étirer le plus longtemps possible la vie de ces items-là. Oui, ça ressemble un peu à Kijiji ou encore le Marketplace, mais en fait, c'est que sur la plateforme Nos Choses, on peut retrouver des centaines de catégories. Il y a plus de 4000 produits qui sont là. Donc, vous pouvez faire des achats d'items usagés sur cette plateforme par dizaines. Vous pouvez commander, vous faire livrer le tout ou encore aller le chercher. Et d'ailleurs, si vous voulez vous départir de certains articles qui traînent à la maison, bien, je vous invite à le faire via cette OSBL Nos Choses. Mais merci beaucoup, Mégane. Sans plus attendre, on va visionner ce reportage qui nous permettra d'encourager local, comme ça se passe grâce à quelqu'un de notre territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Grenier, fondatrice et directrice de Nos Choses, un organisme à but non lucratif. Bonjour, Sarah. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé, en tant qu'être humain, à démarrer votre organisme? Bien, en fait, la sensibilité à la surconsommation, à la protection de nos ressources naturelles, pour moi, c'est important depuis vraiment très, très longtemps. Donc, on a décidé, moi, mon conjoint, puis un groupe de bénévoles aussi, d'offrir une opportunité aux gens, un lieu pour pouvoir qu'on puisse récupérer le matériel et qu'on puisse le remettre en valeur. Donc, le but, c'est d'étirer la vie utile le plus possible des items, de créer un lieu aussi où des gens pourraient s'impliquer d'une manière constructive à quelque chose de positif. Et puis, l'autre élément aussi, c'est de pouvoir aider les familles à économiser, évidemment, à payer beaucoup moins cher pour le matériel qu'ils ont besoin. Dites-moi, à quel moment est-ce que c'est arrivé dans votre vie, cet organisme-là?
En fait, ça vient de très, très loin parce que j'ai baigné dans ce domaine-là depuis très longtemps. J'ai aussi voyagé en Afrique. J'étais très sensible à la pauvreté à l'international. Puis moi, il y avait toujours eu comme une incohérence avec la surconsommation, tout le confort qu'on a ici en comparaison des gens qui ont de la misère, même juste à boire là, de l'eau saine. Donc, tu sais, j'ai cheminé dans ça. J'ai travaillé aussi dans d'autres organismes sans but lucratif de récupération de matériel. Donc, j'ai vu la réalité. Et je suis partie de cet organisme-là, justement, au courant de l'été. Par la suite, mais ma passion, et puis j'avais beaucoup de gens autour de moi qui voulaient aussi aller dans cette direction-là. On a dit, bon, on va créer un autre organisme comme ça, mais un peu différent de ce qui existe. Premièrement, c'est le temps de la pandémie. On va faire ça en ligne pour que les gens puissent continuer à magasiner. Donc, c'est venu de cette passion-là, disons, et surtout de la motivation de plusieurs personnes, parce que c'est pas quelque chose que je pourrais faire seule, là, mais que j'aurais le désir de faire seule. C'est vraiment un projet collectif. D'où viennent principalement les articles qu'on retrouve sur le site web Nos Choses? Oui. Premièrement, au tout départ, c'était les bénévoles qui avaient des surplus de matériel. On a dit, bon, on va prendre ces premiers dons-là, nous-mêmes aussi. Et puis après ça, des contacts de ces personnes-là, d'autres contacts bouche à oreille. Par la suite, on a passé dans le Journal du Québec, Journal Le Soleil, on a eu certaines publicités, après ça, Radio-Canada. Donc là, les gens nous écrivent, nous appellent, puis on est aussi inscrits au 2-1-1. Quand les gens ont des questions par rapport à la Ville de Québec, comment se départir de des objets, comment trouver des objets ou pour toute autre question. Mais ça vient vraiment des gens des alentours, des contacts, puis après ça, d'un peu tout le monde de la région de Québec qui nous connaissent. Au moment où on se parle, vous avez plus de 4000 produits en inventaire sur votre site web. Parlez-moi un peu des catégories de produits qu'on peut retrouver sur le site de Nos Choses. Oui, on a environ 200 catégories, qui comprend aussi les sous-catégories. Ils ne sont pas toutes ouvertes pour l'instant. On a de la literie, on a des jouets, on a de la vaisselle, ça va aux meubles, les appareils électriques, on a du matériel scolaire, du bricolage, des choses des fêtes. Pour le temps de Noël, on avait beaucoup de choses de Noël. On a aussi du matériel, on va jusqu'au matériel médical, on a du matériel de sport, plein air. C'est ça, les inventaires vont augmenter. Fait que, on en a un petit peu, ça sert vraiment très bien, surtout quand c'est de saison. Ouais, on prend aussi les vêtements, les chaussures, mais ils ne sont pas encore sur le site. Là, présentement, on les accumule, on les traite, on est en questionnement à savoir comment on va les présenter. Est-ce que on va ouvrir un magasin physique où les gens vont pouvoir aller magasiner directement pour essayer tout ça, ou on va continuer seulement en ligne, même pour les vêtements et les chaussures. Parlons maintenant fourchette de prix. Les produits qui sont affichés sur le site Nos Choses. Nous, en fait, on a comme philosophie, on ne sait pas toujours à 100% toute la valeur des prix de tous les items, parce que c'est presque impossible. Des fois, on reçoit des choses, on a même de la misère à les trouver ou même à savoir des fois à quoi ça sert, mais on essaye le plus possible. Moi, j'ai 25 ans d'expérience dans ce domaine-là. Je me réfère beaucoup aux bénévoles. Par exemple, quelqu'un qui est très, très bonne dans les bijoux, qui est capable de vraiment bien les analyser, bien, elle me recommande les prix. Une autre personne va faire les livres, une autre personne... Mais on essaie en général de mettre entre 20 et 40% du prix que ça valait. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant. Puis tout est propre, tout est réparé, c'est en bon état. Fait qu'en général, on essaie de respecter ce barème-là. Si on parle en termes de bénévoles, combien en avez-vous activement qui sont avec vous pour travailler là, dans l'organisme Nos Choses? Oui, présentement, le portrait a un petit peu changé avec la pandémie. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le terrain avec nous, sauf pour aller faire des livraisons, des collectes. On compte entre 15 et 20 bénévoles présentement qui sont impliqués. Vous avez toujours besoin de bénévoles. Dites-moi, si les gens veulent s'impliquer avec vous, donner de leur temps, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire? Dépendamment de leur intérêt, nous, on est ouvert. En fait, on peut plus récupérer plus il y a de gens qui s'impliquent. Que les gens communiquent avec nous, ils peuvent travailler, ils peuvent faire des choses de la maison, ils peuvent faire des choses aussi au local avec nous. C'est sûr que quand la pandémie, ça va avoir diminué, ça va être plus possible d'interagir physiquement ensemble. Bien, sur le terrain, on va avoir besoin d'aide. Bien, écoutez, Sarah, évidemment, on invite les gens à suivre la page Facebook de Nos Choses pour rester à l'affût des nouveautés, des produits qui vont faire partie de l'inventaire bientôt. Sur ce, Sarah, je vous remercie et je vous souhaite la meilleure des chances dans la continuité de votre organisme et au plaisir de vous. Merci beaucoup. Vous allez porter mes articles qui ne servent plus.
Nous aimons toujours donner une belle visibilité aux nouvelles organisations du territoire. Merci à Mégane pour cette entrevue avec la personne derrière, finalement, Nos Choses. Maintenant, c'est le moment de discuter avec Chloé. Vous avez probablement déjà entendu la voix de son intervenant, Mathieu Thomassin, à la radio. Chloé, vous parlez d'automobile ensemble. Oui, on a un chroniqueur, journaliste automobile sur notre territoire à Sainte-Brigitte-de-Laval, Mathieu Thomassin, qui est derrière la chaîne YouTube Questions Auto. Et c'est le fun parce qu'il nous a donné ses coups de cœur pour aller essayer des voitures sur notre territoire, les routes les plus belles du territoire, entre autres le pont Clark au bout du boulevard Valcartier. Il a aussi donné quelques trucs aux jeunes qui aimeraient éventuellement devenir YouTubeurs automobiles. Alors, ça a été vraiment un entretien très intéressant. Chloé, dis pas que ça s'adresse qu'aux jeunes. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse de devenir youtubeur. Moi, la première, peut-être dans un autre domaine que l'automobile. Bonne écoute! Je suis présentement avec Mathieu Thomassin, qui est journaliste automobile pour questionauto.ca et résident de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça va bien? Bien, ça va super bien. Comme tu peux voir, je suis toujours dans mon élément. Quand on est journaliste automobile, on n'arrive pas à sortir le gars du camion. C'est bon, ça. Puis, justement, pour ceux qui ne connaissent pas questionauto.ca, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, questionauto.ca, c'est un projet que j'ai lancé il y a quand même environ 4 ans, officiellement, où est-ce qu'on mettait beaucoup d'efforts à l'intérieur. C'est tout simplement une chaîne YouTube sur laquelle je vous fais part de mes essais, je vous parle de nouveautés, je vous parle de technologie. On aborde l'automobile de manière un peu différente de ce qu'on voit dans les réseaux traditionnels, mais je dois t'avouer que c'est là pour le fun aussi, mais surtout être là pour les consommateurs, pour être sûr que quand ils vont signer le contrat d'achat, bien, ils n'auront pas l'impression d'avoir fait une erreur s'ils ont suivi nos conseils. On teste beaucoup de traction intégrale, on a du fun avec la neige à Québec, surtout dans les beaux coins de pays que la MRC de la Jacques-Cartier peut nous offrir. Bien, justement, parlons-en. Quelles sont tes routes préférées dans notre beau coin de pays? Bien, c'est sûr qu'on commence avec la route la plus technique, la numéro 1, les fameuses équerres. Dès qu'on a un engin en moteur, c'est pas mal dans ce coin-là qu'on s'en va. Pour le côté technique, le côté visuel, le côté beauté, c'est facile de se laisser emballer avec la vitesse dans ce coin-là, mais prenez le temps, relaxez. Il faut sentir le véhicule, il faut voir en même temps le beau paysage qu'on a autour de nous, puis ça fait partie d'une expérience super intéressante. Et tu irais dans les équerres avec quelle voiture, justement? Oh, écoute, n'importe quel véhicule, moi, tant que ça a un moteur, mais c'est sûr que si on parle de véhicules qui est le fun, là, en mode été, un Jeep Wrangler, pourquoi pas, le côté décapotable, ou même la Mazda MX-5, quel fun, petite voiture propulsion amusante. Mais peu importe le véhicule que vous avez, quand ça vient le temps de faire le road trip, il faut juste être bien équipé. Fait que ça peut être un véhicule du sport utilitaire qui nous permet d'avoir du fun à la conduite avec un petit peu de moteur. Quand on voit une pente, on accélère, on ressent la connexion avec l'automobile. Il y en a une panoplie de véhicules de fun à conduire. Sinon, gros V8 américain, la Mustang GT, quel classique. Je pense que c'est pas pour rien que la Mustang a beaucoup d'histoire en arrière de la cravate. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur de route que tu vas immanquablement tester tes véhicules dans notre MRC? Je te dirais que c'est pas nécessairement testé, mais parfois c'est juste pour le plaisir de rouler. Tu sais, l'automobile, c'est une passion pour moi, oui, mais en même temps, c'est un moyen de relaxer, c'est un moyen de m'évader. J'embarque à bord, puis je vais prêcher pour ma patrie parce qu'on s'entend, Sainte-Brigitte, c'est tellement beau. Les couleurs d'automne qu'on a vues cette année, de faire l'avenue, de m'en aller en direction vers les terres du séminaire, de faire un petit contour vers les fameuses rivières, voire même arrêter, marcher un petit peu au sentier des dunes qu'on a. Et après ça aussi, si jamais je monte au nord du boulevard Valcartier, on se rend à un petit pont qui est vraiment très, très beau. Et ce pont-là ramène une partie d'histoire avec la rivière qui est tout près. Après, on peut continuer sur la route et aller rejoindre les équerres un petit peu par en haut. Fait que peu importe quelle destination qu'on prend, c'est super intéressant. Moi-même, au Québec, on a tellement des belles routes, des beaux pays. Je demeure un fan de Charlevoix, je demeure un fan de l'île de l'Orléans, mais soyons francs, ici, on est quand même bien servi. Effectivement. Donc, si on a des questions auto, justement, comment on fonctionne pour te contacter?
Écoute, c'est super simple, toujours via Facebook. C'est la partie la plus facile. Ou sinon, allez voir sur notre chaîne directement. Dès que vous cliquez une description, mon courriel est marqué là. Ou encore en commentaire. Puis dites-nous si vous aimez notre vidéo qu'on a fait, puis explosez le compteur des pouces. Et en terminant, journaliste auto, on s'entend que c'est un rêve pour plusieurs gars. C'est quoi ton plus grand plaisir de faire ce travail-là pour toi? Je te dirais gars et filles plus que jamais. Les filles ont un intérêt dans le monde de l'automobile, la mécanique, voire même le transport, l'industrie du gros camion. C'est vrai. Je dirais que le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas un métier qui est facile. Les médias sont extrêmement difficiles. Il y a une compétition qui est féroce. Conseil, partez-vous une petite chaîne YouTube, montez votre passion, montrez ce que vous êtes capable de faire à la caméra, montrez ce que vous êtes capable de faire en communication, empruntez l'auto à papa, maman, mon oncle, ainsi de suite. Commencez avec ça. Faites-vous un beau CV, faites-vous un beau portfolio et à partir de là, foncez dans les médias et vous allez voir si vous vous démarquez, vous allez avoir de très bonnes chances, mais c'est de nombreuses heures de travail. Le voyage de presse, s'il semble si beau, mais la plage, on est là 5 minutes et c'est des heures de voyagement et des heures de travail qui parfois paraissent pas. Donc, si vous voyez des nouveaux véhicules, dites-vous que c'est peut-être Mathieu Thomasin que vous croisez sur les belles routes de notre MRC. Merci beaucoup et bon succès avec questionauto.ca. Merci, Chloé. Et c'est le moment pour moi de vous présenter le reportage que j'ai réalisé en présentiel avec Richard Perron, qui est le nouveau président du CA du club de ski Le Relais. Comme vous le savez, avec la pandémie, oui, il y a eu des événements qui ont été annulés, mais aussi beaucoup d'entraînement pour les jeunes. Ça a eu un impact sur leur saison, peut-être même sur leur morale. On en a discuté avec Richard pour savoir comment ça se passait et comment il planifiait l'avenir du côté des événements. Bonne écoute! Ça fait plusieurs mois qu'on vous a présenté un vrai topo de vue d'ici et pour cette première édition de la nouvelle saison de 2021, nous sommes au Relais pour rencontrer le nouveau président du CA du club de ski du Relais. Nous allons d'ailleurs parler du défi alpin qui a été annulé pour cette année et qui est déjà en préparation pour 2022. Richard Perron, vous êtes le nouveau président du CA pour le club de ski Le Relais. Pouvez-vous nous parler de votre nouveau rôle que vous avez acquis finalement à l'automne dernier? Bien oui, merci beaucoup de le mentionner. C'est un nouveau rôle qui m'a été présenté en tant que membre du conseil d'administration. Puis je l'ai pris avec passion, avec acharnement à travers cette saison-là particulière, évidemment. Justement, parlez-nous de votre rôle et aussi de comment il a évolué avec la pandémie. C'est pas un rôle de président traditionnel, puis vous avez des défis à relever par rapport à ça. Bien évidemment, ça a engendré beaucoup de relations qui étaient différentes avec la station. Par exemple, essayer de s'assurer qu'on nous avons un plan sanitaire qui était propre à nos opérations, propre au club de ski et qui était conforme aussi avec les demandes de la station, demandes avec la santé publique pour qu'on puisse débuter des opérations malgré qu'elles ont été interrompues et qu'on puisse opérer dans un cadre sanitaire respectueux des normes. Donc, c'était important pour nous de pouvoir continuer d'opérer, d'offrir le maximum à nos membres sans engendrer des coûts supplémentaires aussi à nos familles et s'assurer que nos athlètes puissent s'amuser sur les pentes de ski à tous les jours. Ça, pour nous, c'était important. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que ma prochaine question concerne l'amusement, mais aussi le moral en général. Ça fait probablement aussi partie cette année de votre rôle de garder le moral pour vos membres puis vous assurer que tout le monde tienne le coup. Effectivement, c'est difficile parfois, même pour nous, des fois, c'est difficile en tant que parents pour nos enfants, mais on s'assure de garder le moral dans la forme que, on a fait des entraînements en début de saison où on était capable de faire rouler les jeunes. C'était magnifique de les voir partir au début décembre lorsqu'on a eu le droit, les faire connecter avec les entraîneurs. Présentement, on est en période d'arrêt, en pause forcée. Ce qu'on a demandé, c'est que nos entraîneurs gardent le contact régulièrement avec nos jeunes par le biais de petites vidéos, des petits défis, des petits entraînements personnels. Et puis, évidemment, on encourage nos familles à venir skier, à venir profiter de la montagne. Le ski est disponible, les entraînements ne le sont pas, mais le ski est disponible. Fait qu'on encourage les familles à venir skier. Puis ça s'apparaît aussi
En parlant de jeunes, depuis 20 ans, bien, en fait, ça faisait 20 ans en 2020 que le défi alpin du carnaval se déroulait dans la piste juste derrière nous. C'est annulé, évidemment, cette année. Parlez-nous brièvement de l'événement, en quoi ça consiste et aussi pourquoi vous en êtes venu finalement à la décision de l'annuler. Je pense que c'est très réaliste, là. Effectivement, la décision, ce n'était même pas une décision. Nous étions obligés de l'annuler, les rassemblements n'étant pas permis. Donc, pour nous, au mois de septembre, début octobre, on a décidé de tout simplement canceller l'événement pour viser les familles qui se déplacent de loin, de ne pas réserver leur week-end pour rien. Et ça nous permettait aussi, nous, de ne pas engendrer des frais pour ne pas commencer à organiser un événement qui n'aurait pas lieu quand même. Le défi du carnaval, le défi alpin du relais qu'on appelle maintenant, c'est un des plus gros événements provinciaux qu'on retrouve dans les catégories U12 et moins. C'est plus de 400 jeunes qui viennent au relais. On a un événement sur le bas de la piste ici qui est super le fun, un chapiteau, des tentes pour les familles, des feux, des petits feux, des tirs sur neige. Et ça nous permet d'avoir 4 pistes de compétition. La piste numéro 7, 4 tracés de compétition avec différentes catégories, de U8 à U12. Donc, c'est vraiment un super événement. Puis on était extrêmement désolés de ne pas pouvoir le tenir cette année. C'était vraiment plate pour nous de ne pas pouvoir le tenir. Chaque année, vous pouvez compter sur des commanditaires qui ont fait partie du club d'une façon ou d'une autre et qui continuent de le supporter même en cette période de pandémie mondiale. Absolument. Ce sont des anciens coureurs pour certains, des anciens entraîneurs-chefs pour d'autres, des parents, des anciens présidents du club qui ont maintenant leur entreprise et qui continuent de nous encourager. Je pense un petit peu à l'équipe Louis-Philippe Pouliot de la Banque nationale, de Accès Conseil, de Boucher-Lortie, de La Bête, Méchoui le chasseur, de chez Mondentis et Génétique, une boutique de Lac-Beauport qui vient de se joindre comme commanditaire majeur au club de ski cette année. Donc, on est extrêmement contents de les accueillir, de les avoir parmi nous encore cette année. Puis on est très fiers de faire partie de leur grande famille commerciale et entrepreneuriale, effectivement. Vous avez une page Facebook et un site web. J'invite les gens à vous suivre et je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de rencontrer M. Richard Perron. Au moment du tournage, nous n'avions pas d'informations concernant les mesures qui allaient être entreprises par le gouvernement pour les entraînements de ski. Cependant, on souhaite aux skieurs une bonne saison et aussi beaucoup de succès dans leur carrière. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule de Vue d'ici. On vous invite à regarder l'émission à nouveau, tout comme toutes les émissions de CCAP.tv en suivant notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux reportages, mais aussi un nouveau visage. Vous pourrez découvrir notre nouvelle journaliste Camille. À très bientôt.